Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et ce dernier épisode consacré au mois de l'horreur est intitulé « La photographie spirit, chasser les fantômes ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Un dernier petit rappel avant de commencer. Dans cet épisode, nous allons explorer des pratiques historiques intrigantes liées à la photographie spirit. Ce sujet implique des croyances liées à l'au-delà, des représentations de l'invisible, ainsi que des images qui peuvent évoquer des sentiments de malaise pour certaines personnes. Si vous êtes sensible à ces thèmes, ou que vous préférez éviter les discussions autour de la mort et du surnaturel, je vous conseille de procéder avec prudence ou de choisir un autre épisode qui vous conviendra mieux. Avant tout, pensez à prendre soin de vous. De tout temps, la mort est perçue comme une donnée manquante pour comprendre l'existence. Allant même jusqu'à nous demander si nos proches défunts ne pouvaient pas se manifester dans le monde des vivants. Dès l'ère mésopotamienne, les Babyloniens perçoivent les morts comme un souffle aux connaissances omniscientes sur la destinée des vivants et qui, pour les conseiller, hantent leur maison. Dans l'Antiquité, les Égyptiens préparent des offrandes pour retenir dans le tombeau le Ka, une composante de l'énergie corporelle du vivant et de l'enveloppe de l'esprit mort. Pour eux, les morts sont en capacité de partager des rêves prémonitoires. Les Grecs et druides, quant à eux, considèrent le dialogue avec les morts comme partie intégrante de leur religion, offrant temples et enceintes de pierre pour leurs rites et fêtes. Au-delà de nos frontières occidentales, les peuples, aussi diversifiés soient-ils, considèrent le dialogue avec les esprits des défunts comme un élément essentiel de la vie, que ce soit dans le shintoïsme au Japon, dans les croyances vaudou aux Caraïbes. Et les religions monothéistes mettent en garde contre le dialogue avec les morts, appelé communément la nécromancie. Dans l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel, chapitre 18, Saül consulte une femme experte en nécromancie pour interroger l'esprit de Samuel. Saül meurt des suites de sa désobéissance envers Dieu. Vous pouvez lire ce passage dans le premier livre des Chroniques, chapitre 10. À son tour, le christianisme apporte de nouveaux questionnements théologiques au sujet de la nécromancie. Car oui, les premiers chrétiens s'interrogent. Cette pratique leur est interdite. Et pourtant, au moment de la transfiguration du Christ, moment crucial où Jésus révèle sa nature divine, les disciples voient apparaître Moïse et Élie à ses côtés. Or, il est ici question d'une vision donnée par Dieu, non une apparition de fantômes ou de spectres. En l'an 318,
Constantin interdit officiellement la nécromancie. Sa décision est motivée par la foi chrétienne, qui considère l'être humain comme libre, et du fait de sa pleine liberté, ne peut être doté d'une destinée. Ainsi, toute prophétie serait mensonge, et tout devin serait menteur, qu'il soit humain ou esprit. Depuis, un grand nombre d'hommes se sont intéressés à la nécromancie, tentant d'y allier la science. Et pourtant, ce sont bien 2 femmes qui vont changer véritablement la société au milieu du XIXe siècle. Le 31 mars 1848, Kate et Maggie Fox, à l'âge respectif de 14 et 11 ans, racontent entendre des bruits inexplicables dans leur maison. Et parvenir à dialoguer avec ces soi-disant esprits. Dans Surnaturel, une histoire visuelle des femmes médiums, Philippe Baudouin raconte. Une nuit de 1847, Michael Wickman, locataire du cottage de Heathsville, dans l'État de New York, entend frapper à sa porte. Personne. Il ouvre de nouveau sans rien voir. Ne pouvant trouver le repos, Wickman finira de guerre lasse par quitter l'habitation au bout de quelques mois. Il est remplacé en décembre par John Fox, son épouse ainsi que leurs 2 filles, Kate et Margaret. Les phénomènes de coups frappés qui avaient chassé l'ancien locataire ne tardent pas à se reproduire. Stop. Stop now. Damn it, I said stop. Le 31 mars 1848, leur intensité est telle que pour éclairer le mystère, l'aînée des filles décide de taper dans ses mains à plusieurs reprises, invitant ainsi l'auteur invisible de ses coups à lui répondre. Plusieurs craquements se font entendre. La mère des jeunes filles intervient et engage alors la conversation. « Si tu as un esprit, frappe 2 coups. » En conversant à l'aide d'alphabets où les lettres sont représentées par un certain nombre de coups, les sœurs Fox parviennent à identifier le mystérieux interlocuteur. Il s'agit de l'esprit de Charles Ryan, colporteur de métier. Son assassin, un certain Monsieur Bell, lui a tranché la gorge avant de lui voler son argent et de dissimuler son corps sous la terre battue de la cave. Des suites de la diffusion de leurs dires, les sœurs Fox débutent des démonstrations publiques payantes. C'est ainsi qu'au milieu du XIXe siècle naît le spiritisme, un phénomène qui traverse l'Atlantique pour trouver nombre d'adeptes, dont des personnalités publiques. Pour n'en citer qu'un, Victor Hugo, qui organise des séances d'écriture automatique et de tables parlantes pour échanger avec Jésus, Shakespeare, Dante, sa fille Léopoldine, mais aussi surprenant soit-il, avec des idées, des concepts, des pays et même des personnes bien en vie. Cette fascination pour les esprits rythme les grands événements annuels. Par ailleurs, la tradition veut que le soir de Noël, les familles britanniques se racontent des histoires de fantômes au coin du feu. Inspiré de cette tradition, Charles Dickens écrit un grand nombre de contes de Noël à vous glacer le sang.
2 d'entre elles sont représentées sur les planches. Et pour que les représentations théâtrales des fantômes soient plus vraies que nature, on choisit de pratiquer une nouvelle technique appelée le fantôme de Pepper. Elle consiste à installer un vitrage opaque sur la scène. Un comédien, situé dans une pièce en contrebas, se drape d'un voile blanc et joue avec son reflet afin de faire circuler un fantôme translucide sur la scène. Vous trouverez sur mon article une vidéo vous expliquant plus précisément le fonctionnement de ces fantômes de Pepper. Face à une telle prouesse technique, Sir David Brewster, inventeur du kaléidoscope et du stéréoscope, souhaite s'emparer du procédé théâtral pour réaliser des photographies de fantômes. Aidé par la London Stereoscopic Company, il réalise sa série The Ghost in the Stereoscope, qui a su mettre une mise en scène sans pour autant en être moins étonnante. Le 12 avril 1861, les États-Unis entrent en guerre de sécession. Une guerre civile qui oppose les États du Sud aristocratiques et esclavagistes tournés vers le commerce international et le Nord industriel, l'idée par Abraham Lincoln, profondément opposé à l'esclavagisme. Cette guerre dure 4 années et aboutit le 26 mai 1865 avec un bilan humain lourd, très lourd. Entre 620 000 et 750 000 soldats sont morts. Et ce nombre n'inclut pas les pertes civiles qui sont encore à ce jour indéterminées. La population est marquée par des années de brutalité sans précédent et les familles comptent leurs morts. C'est dans ce drame humain qu'émerge l'envie de nombreuses familles de revoir leurs proches défunts. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de sortir une planchette ou un guéridon et d'invoquer les esprits. Les familles endeuillées souhaitent voir physiquement les esprits errants des suites de la brutalité de leur décès au cours de la guerre de sécession. Tel un besoin thérapeutique pour une nation endeuillée, les proches cherchent refuge là où ils peuvent. À cette même époque, en 1862, une photographie fait sensation dans la presse. Les Américains découvrent l'autoportrait de certain William Mumler. Mais quelque chose attire leur attention. Derrière le photographe, une silhouette blanche se distingue. La légende indique qu'il s'agirait du fantôme de son cousin, décédé 12 ans plus tôt. Les lecteurs des journaux sont stupéfaits. Enfin, un photographe a trouvé une solution à leur problème. C'est le début d'une carrière florissante pour le créateur de la première photographie spirit. Tous les Américains s'empressent de se faire photographier dans les studios de William Mumler, à Boston et à New York. Et quand je dis tous, c'est bien tous. Même Mary Todd Lincoln, la veuve d'Abraham Lincoln, demande un portrait d'elle et du fantôme de son mari, mort assassiné. En Europe, des photographes suivent les pas de William Mumler. En 1873, à Paris, un studio de photographie ouvre au numéro 5 du boulevard Montmartre. Parmi les prestations proposées, des portraits avec des fantômes. Édouard Buguet, le photographe, est considéré comme un photographe médium. Et 2 décennies plus tard, en 1891, l'Angleterre est ébranlée par une photographie considérée comme l'une des plus connues du genre spirit. Elle est prise par Cybele Corbett à la bibliothèque Goberners Abbey. Dans cette grande pièce typique de l'ère victorienne, baignée de lumière, un fauteuil est situé dans la partie basse gauche du cadrage. Et on peut facilement y distinguer une silhouette d'homme barbu assis à cette place. Un fantôme ? Cybele Corbett semble défendre cette hypothèse. Au tournant du XXe siècle, un autre photographe britannique se fait connaître, William Hope. Il suit la tradition des portraitistes en photographiant dans un studio à la fois les morts et les vivants. Il intègre même un groupe de photographes spirites britanniques, le Crew Cycle, et en devient le président. Dans cette effervescence photographique et spirit, des femmes médiums commencent à faire carrière en Europe et aux États-Unis. Et certaines d'entre elles décident de collaborer avec ces photographes afin de promouvoir leurs prestations. Une première dans l'histoire moderne où les femmes débutent le commerce de la nécromancie. On loue leurs dons comme fruit de leur fragilité et de leur passivité. Mais ce regard patriarcal passe à côté de l'évidence. C'est grâce au spiritisme que les femmes accèdent à l'indépendance financière, à une reconnaissance sociale, à une pensée critique et autonome. Les femmes médiums enchaînent conférence sur conférence et publient des articles dans tous les journaux, ce qui leur offre une carrière florissante, un respect inégalé
de la jante masculine. Mais c'est également un moyen de faire un pied de nez à l'Église, les excluant de toute responsabilité. La conférencière en histoire contemporaine, Nicole Edelman, dit de cette condition sociale: devenir médium, c'est changer d'état, c'est rendre possible la transgression des normes sociales établies par un siècle si dur aux femmes. Car oui, plus qu'un simple loisir, les femmes mènent carrière au vu de tous, et pour que les affaires marchent, elles comprennent très rapidement qu'il est essentiel de se munir d'une bonne communication. C'est pourquoi elles décident d'être à la pointe de la technologie, en collaborant avec des photographes pour obtenir des photographies dites psychiques. La première à entamer cette démarche est la médium Georgiana Houghton. D'origine espagnole, elle s'installe à Londres alors qu'elle pratique le dessin spirit lors de séances publiques. Elle s'associe avec le premier photographe spirit britannique, Frederick Hudson, dans un commerce de reproduction de photographies de fantômes. D'autres collaborations apparaissent, telles que celle entre William Mumler et les médiums Fanny Conant et Sarah Floyd. William Hope, quant à lui, œuvre avec Lady Glenn Connard, mouvement suivi également par Fred Barlow et John Hallowell. À ce même instant, un autre genre photographique émerge au sein même des séances spirites publiques, la photographie dite ectoplasmique. Et la grande particularité de ce genre, c'est que ces photographies sont totalement anonymes, car il s'agit de simples visiteurs y ayant assisté eux-mêmes aux séances pour documenter les médiums à matérialisation. Ces médiums ne seraient donc pas simplement dotés de capacités à dialoguer avec les esprits, comme c'est le cas dans la photographie psychique, mais elles seraient également capables de les rendre objectifs. Pour y parvenir, leur procédé le plus connu est aussi rebutant qu'étonnant: les ectoplasmes. Il s'agit d'une substance blanche gélatineuse qui est rejetée par l'un des orifices de la médium au moment où elle se trouve en transe. Par orifice, il faut entendre la bouche, le nez, les oreilles, le nombril, mais aussi les mamelons et le vagin. Une fois éjecté du corps de la médium, l'ectoplasme prend généralement la forme d'une main, d'un pied, voire même d'un visage. Les spectateurs perçoivent ce terrifiant ectoplasme comme le souvenir d'un linceul. Mais c'est aussi pour eux une preuve tangible de la médiumnité de la femme. Le médecin français Gustave Gellet nous dit de ces séances: les gémissements et les efforts du médium en transe rappellent étrangement ceux de la femme en couche. Dans certains cas, les formes matérialisées se présentent comme dans un œuf de substance. J'ai vu également maintes fois une main se présenter, enveloppée d'une membrane qui évoquait trait pour trait la membrane placentaire. A contrario de la photographie psychique qui privilégie l'esprit au corps, la photographie ectoplasmique donne un regard frontal et documentaire aux séances spirites. Ces photographes montrent l'impact de la douleur sur la médium en transe, comme le ferait une comédienne en représentation. Avec l'ectoplasme, ces photographies offrent un regard masculin et sexualisé sur la médium. Un regard d'horreur mêlé à de la fascination, un regard abject mêlé à de l'érotique. Mais que la photographie spirit soit psychique ou ectoplasmique, il est difficile d'annoncer un avenir durable à ces pratiques, car la plupart d'entre elles sont, en moins de 10 ans, condamnées pour fraude. Commençons par le photographe new-yorkais, William Mumler. Des personnes auraient témoigné avoir croisé ces soi-disant fantômes en pleine rue et bien en vie. En avril 1869, on dit que ces fantômes sont en réalité des modèles payés pour prendre la pose, avant que leur photographie soit superposée à celle des clients. On le critique également de profiter du deuil de ses clients à des fins financières. Mais Mumler est acquitté, faute de preuves solides pour qualifier l'ensemble de son travail de fraude. En 1875, c'est le tour au photographe parisien Édouard Buguet, qui est arrêté et accusé d'escroquerie. Et il ne tarde pas à passer aux aveux. Ces fantômes sont en réalité des petites poupées articulées en bois. Sur leur tête sont collés des visages de réelles personnes photographiées, et leurs corps sont recouverts de gaz bleu et noir, afin de les rendre plus fantomatiques. Comme Mumler, Buguet superpose une photographie du client et une photographie de la poupée, pour obtenir ces soi-disant photographies spirites. Et souvenez-vous des sœurs Fox, à l'origine du spiritisme, suite au coup échangé avec un fantôme dans leur maison. Bien en 1888, Margaret Fox a 52 ans et elle dévoile que les coups racontés dans leur histoire étaient en réalité un canular.
cet aveu va plonger les sœurs dans une grande pauvreté. Margaret tentera de revenir sur ses propos, mais il est déjà trop tard. Plus personne ne veut avoir affaire à elle. La photographie ectoplasmique, quant à elle, a révélé en images l'imperceptible pour un spectateur dans le noir. En effet, en utilisant le flash, les photographes ont davantage montré la texture des ectoplasmes, certainement des tissus de gaz qui entouraient des photographies et des dessins. Les médiums truquaient en réalité leur séance en camouflant leurs propres mains au travers du tissu pour faire croire à l'intervention matérielle d'un esprit. Suite à ces désillusions à répétition, la photographie spirit s'essouffle, tout naturellement, dans les années 1920, mettant fin à près d'un demi-siècle de pratiques fantomatiques. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.